Je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Je présenterai ensuite la société. Donc, je m'appelle Thibaut Ingelard, j'ai 37 ans, je suis ancien avocat en droit des sociétés et on a créé une plateforme il y a à peu près 8 ans maintenant, enfin 7 ans, pardon, qui s'appelle Blockpulse. Tu peux me montrer le slide juste après, Sylvain, si tu veux bien. Merci. Donc, notre société Blockpulse, c'est une legal tech entre legal tech et fintech, qui a été créée en 2018. On a vocation chez Blockpulse et on a comme expertise de pouvoir digitaliser toutes les transactions sur le capital des entreprises. Et donc on fait ça depuis un certain nombre d'années maintenant sur le marché. On a accompagné effectivement beaucoup de startups, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entreprises en général. Et on est ravi de pouvoir avoir conclu ce partenariat avec France Angel il y a quasiment un an maintenant pour accompagner, comme l'a dit Philippe, les réseaux, les entrepreneurs et les investisseurs dans la modernisation et dans l'optimisation, on va dire, de leurs opérations. Donc juste pour dire un mini-mot sur Blockpulse, qui on est en termes de structure et capitalistique. Donc on a été une start-up très longtemps, on est toujours une start-up, mais aujourd'hui on est une start-up qui est détenue par la famille Mullier, qui est le premier groupe non coté en Europe, avec plus de 300 000 salariés actionnaires à travers le monde. Donc on a un champ d'intervention qui est assez large, qui va de la start-up à des grandes enseignes comme Decathlon pour lesquelles on va gérer des programmes d'actionnariat salarié. Donc voilà, donc on a à cœur de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire aujourd'hui et notamment sur le sujet des SPV qui nous réunit ce matin. Alors on vous a préparé un petit tour d'horizon du SPV puisque comme l'a dit Philippe, certaines personnes sont familières avec ce concept-là, d'autres peut-être un peu moins. Que vous soyez investisseur ou fondateur de start-up, c'est effectivement un sujet d'actualité, c'est un levier, c'est un outil, le SPV, qui est de plus en plus utilisé sur le marché. Donc, on va essayer de voir ensemble un petit peu les contours d'un point de vue juridique, mais pas uniquement. L'idée, c'est également de vous faire un retour d'expérience sur ce que nous, on observe principalement dans nos discussions avec nos prospects, avec nos clients, pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les armes si demain vous avez besoin de mettre en place un SPV dans le cadre de votre tour de table. Alors, pour démarrer peut-être sur la partie juridique, on va dire un petit peu définition. Donc, le SPV, pour être très schématique, Single Purpose Véhicule ou Special Purpose Véhicule, le SPV en réalité est une société commerciale de type holding, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, et qui a un unique objet social qui est d'investir dans une cible. A priori, ici, la cible qui nous concerne est une start-up. Pourquoi le SPV est aujourd'hui plébiscité par le marché? Parce que on a tout un tas de facilités à pouvoir regrouper des investisseurs et on se rend compte avec la progression de l'investissement en non coté qu'on a de plus en plus de personnes qui souhaitent investir dans des actifs non cotés, notamment dans des startups. Donc l'objet premier d'un SPV, la facilité première qu'elle va venir apporter, c'est effectivement cette capacité à regrouper des grandes masses d'investisseurs sans pour autant venir parasiter la gouvernance au quotidien. Donc c'est vraiment ça l'aspect clé, on va dire. Et c'est également une possibilité pour pouvoir donner plus de poids à des investisseurs. Donc on reviendra un petit peu aussi après sur les grands enjeux et comment vendre un SPV tout simplement en tant que fondateur à des investisseurs pour leur donner vraiment les clés de lecture importantes. Et sur le régime juridique en tant que tel, donc le SPV peut prendre plusieurs formes, mais la plupart du temps, la quasi-totalité des fois où nos clients mettent en place des SPV, on les fait sous forme de SAS parce que c'est la forme sociale la plus souple, mais également parce qu'elle permet une exposition au régime du PEA et du PEA-PME. Voilà, pour vous en dire un mot sur des spécificités, vraiment rentrer dans le détail des modalités de création d'un SPV chez Blockpulse. Chez Blockpulse, on crée nos SPV en SAS unipersonnel à capital variable. C'est des sujets sur lesquels, qui sont un peu plus techniques peut-être, mais sur lesquels on pourrait revenir si vous le souhaitez. Alors, pourquoi et quand créer un SPV? On pourrait également considérer cette question sur pourquoi et quand ne pas créer un SPV. Donc nous, on a rencontré des centaines de fondateurs depuis 2020, depuis le moment où on est sur le marché. On a effectivement des situations qui vont justifier de créer un SPV, des situations sur lesquelles il y a moins d'intérêt à créer un SPV. Alors on a mis à titre d'exemple quelques discussions qui ressortent nécessairement.
Les plus courantes étant le regroupement de beaucoup d'investisseurs. Donc, les choses sont plutôt bien faites aujourd'hui puisqu'on a beaucoup d'administrateurs de clubs et les fondateurs de startups qui sont ici doivent a priori être en roadshow ou doivent démarrer une initiative de tour de table. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui sur le marché, c'est que tout simplement, on a effectivement un appétit pour l'investissement en startup, mais pas uniquement sur des tickets énormes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des investisseurs qui viennent mettre des tickets de 5 000, 10 000, 15 000 plusieurs fois dans l'année ou tout simplement une fois dans l'année, mais avec cet enjeu de pouvoir structurer ce tour de table de manière efficace. Je m'explique. Si demain, vous faites rentrer 30 ou 40 investisseurs dans votre startup, bah, ça va devenir de plus en plus compliqué en termes de gouvernance pour la prise de décision lors des assemblées générales, lorsqu'il faut parler d'une seule voix en tant qu'investisseur. Donc, on a effectivement cette facilité avec le SPV et qui permet de justifier la création d'un nouveau véhicule qui va être vraiment dédié au regroupement des investisseurs. Alors, il n'y a pas de vérité absolue quand on parle de création de SPV, mais en moyenne, ce qu'on remarque, c'est que un tour de table en SPV est justifié, on va dire, entre guillemets, lorsqu'on va lever entre 200, enfin, à partir de 200 000 euros, ou lorsqu'on commence à avoir entre une vingtaine et une trentaine d'actionnaires. À ce moment-là, ça justifie effectivement de pouvoir créer un SPV. En dessous de ces seuils-là, on a également des clients qui créent des SPV, mais souvent, il y a peut-être des moyens plus simples ou tout simplement d'investir en direct que de créer un SPV, puisque on le verra après, c'est quand même une société, donc c'est un coût, il y a un certain nombre d'obligations qui sont liées quand même à la gestion de ce véhicule-là. Donc, on a pas mal de discussions, et notamment en pré-seed, seed, de fondateurs qui se posent la question véritablement de comment je veux enfin, quel est le meilleur format pour moi de lever des fonds? Je cherche 200, 300, 500 000 euros. J'ai un peu de love money, j'ai un peu de business angel. Euh, Est-ce que je dois lever en direct? Est-ce que je dois lever en BSR? Est-ce que je dois faire un SPV? Ça, c'est véritablement des discussions que vous allez avoir avec vos investisseurs. Sachez que c'est des discussions sur lesquelles les investisseurs sont rompus. Les régimes de levée de fonds ne sont pas les mêmes. Donc ça va vraiment aussi dépendre du timing, de la volumétrie, du nombre de participants. C'est vraiment des critères importants. Et puis ensuite, c'est vraiment des discussions ouvertes avec les investisseurs pour savoir un petit peu quel est le régime qui va être sélectionné. On voit également pas mal de clubs qui font du co-investissement. On a fait plusieurs cette année avec France Angel. L'intérêt également ici, c'est de pouvoir venir apporter du poids dans le SPV en tant que club, mais également de pouvoir gérer plus facilement les participations en tant qu'administrateur de club pour vis-à-vis des actionnaires. Donc ce type de co-investissement privilégie également le format du SPV puisqu'on va avoir plus de souplesse dans la gestion des actionnaires. Un élément également important qui est souvent discuté, c'est le rapport au fonds. Alors souvent, alors il y a de plus en plus des fonds de pré-seed et de seed, mais la plupart du temps, on est quand même sur l'intervention d'un fonds sur un tour de table va arriver un petit peu plus tard dans la vie de la startup. Même si, encore une fois, il y a des fonds de précide, mais les fonds sont assez friands, en fait, de la structuration du SPV. C'est pas forcément une mauvaise chose pour le fondateur ni pour le business angel, puisque ça permet d'étanchéifier et de modérer un petit peu la cap table, qui est un vrai enjeu demain. Si jamais le fonds souhaite racheter des business angels, ben, c'est en effet beaucoup plus simple. Ou s'il faut mettre tout le monde autour de la table, c'est beaucoup plus simple d'avoir un représentant des business angels. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses très courantes qui vont nécessiter la création, ou en tout cas justifier la création d'un SPV. Il y a des points importants également qui vont être sur l'exposition en termes de risques financiers. Là où la plupart du temps, ce qu'on se rend compte, c'est que des business angels qui vont mettre 10 000 euros, bah, vous allez en trouver plein. Des business angels qui vont mettre 100 000 euros, il y en aura déjà beaucoup moins. Et donc, c'est aussi peut-être un critère pour sélectionner qui est capable de rentrer en direct ou qui devrait, a priori, rejoindre ce SPV. Donc voilà, il y a beaucoup de situations. Là, on essaie d'illustrer un petit peu avec les plus courantes sur la création d'un SPV. Et encore une fois, les situations sur lesquelles ne pas créer un SPV est peut-être la meilleure solution, c'est quand vous avez un tour de table qui est trop faible en termes de montant, en termes de volume de participants. Là où vous allez être exposé à des coûts. Il y a aussi un certain nombre d'obligations qui vont venir, on va y arriver après, sur la sélection du représentant de ce SPV.
Alors, comment structurer un SPV et surtout quels sont les arguments que vous pouvez donner en tant que fondateur de startup à vos business angels dans le cadre d'une discussion? Alors, on a commencé à voir un petit peu, mais vous verrez que la plupart du temps, la difficulté quand on est fondateur de startup, on a vécu chez Blockpulse également ces challenges-là, c'est toujours de trouver un lead. Trouver un lead, ça veut dire qui va être la personne qui va animer la recherche de fonds côté investisseur. Alors quand vous avez la chance d'avoir un club, ça va beaucoup plus vite, mais c'est pas toujours le cas. Le sujet du ticket d'entrée, c'est des sujets sur lesquels on n'est pas forcément formé en tant que fondateur. Souvent, quand on demande, les investisseurs vont vous demander, mais quel est le ticket d'entrée minimum? Et c'est à ce moment-là où avoir des premiers réflexes sur les possibilités qui vous sont offertes d'un point de vue juridique sont intéressantes, puisque si demain vous n'avez pas anticipé ces sujets-là, hein, que ce soit du BSR, du SPV ou de l'investissement en direct, bah, vous pouvez très vite vous retrouver avec une table de capi qui va être non maîtrisée, où ça peut vraiment devenir la cacophonie assez rapidement. Donc, un des intérêts et un des arguments également à préparer dans ses outils en tant que fondateur, dans l'argumentaire qu'on a dans le cadre d'un tour de table, bah, c'est de pouvoir effectivement dire, bon, on a un ticket d'entrée de 30 000 euros. En revanche, si vous passez dans un SPV, on a un ticket d'entrée à 10 000 euros. Donc, ça vous permet aussi d'élargir le scope des investisseurs que vous êtes capable de toucher. Encore une fois, le SPV va être créé au moment où le roadshow est terminé. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir ces arguments-là et à la fin arbitrer est-ce que véritablement on crée un SPV ou non. C'est des choses sur lesquelles bah, il faut être assez souple, assez malin dans la manière de communiquer vis-à-vis des actionnaires. Alors, un investisseur pourrait vous dire oui, mais moi j'ai envie d'être en direct, je veux que ma voix soit entendue. Alors, c'est des choses qui sont légitimes, c'est des choses qui sont parfois vraies, mais ce qu'il faut retenir également, c'est que dans les arguments forts qu'on peut mettre en avant en tant que fondateur pour imposer un SPV à des business angels, c'est que tout simplement le poids décisionnel dans la prise de décision bah, sera beaucoup plus important pour des business angels lorsqu'ils sont regroupés. Voilà, si vous mettez 30 000 euros et que vous avez 1% 0,1% du capital, versus vous êtes 30 business angels dans un SPV et vous pesez 7-8% du capital de la startup, vous aurez beaucoup plus, enfin les investisseurs ont beaucoup plus de facilité à faire entendre leur voix. C'est des choses qui sont très concrètes, hein, puisque la gouvernance, c'est des sujets sur lesquels, dès le moment où des investisseurs arrivent, eh ben, on a une cohabitation hein, qui se fait entre fondateurs et investisseurs, et on a des vraies décisions opérationnelles, stratégiques qui sont à prendre, pas toujours uniquement statutaires, mais également potentiellement sur des sujets de board. Donc, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet important, et bien structurer sa gouvernance dès le départ, c'est très important pour éviter aussi une certaine cacophonie, puis également avoir des sons de cloche assez fiables sur la volonté des différentes parties prenantes autour de la table. On l'a dit également juste avant, le rapport de force, si vous commencez à lever un deuxième tour de table, un troisième tour de table et on a des fonds qui vont arriver, le rapport de force sera très clairement plus équilibré pour les business angels, mais également pour le fondateur, lorsqu'on a deux têtes, on va dire le fondateur qui est grosso modo encore majoritaire et un SPV qui peut détenir 15-20%. Si un fonds demain arrive, il aura beaucoup plus de mal à imposer ses conditions si les choses sont bien structurées. C'est-à-dire que le fondateur et les business angels n'ont pas forcément les mêmes intérêts. En revanche, le fonds, lui, va arriver avec un certain nombre d'exigences ou en tout cas de requêtes, notamment dans les pactes d'associés pour imposer des sujets sur la liquidité préférentielle, ce genre de choses, etc. Où là, effectivement, il y a un vrai rapport de force qui va se mettre en place. Donc une désorganisation des business angels au sein de la cible peut être néfaste pour les business angels, peut également être néfaste pardon, pour le fondateur. Donc il y a ces sujets-là aussi à anticiper. Là, on est vraiment sur, on va dire, une projection après un premier tour de table, mais c'est des choses qui, si la startup se développe bien, arriveront nécessairement. Et donc, c'est vraiment une question d'organisation, de pouvoir également mettre en place ce type de structure dès le départ. On a beaucoup de questions également, alors plutôt côté investisseur, mais souvent une des questions qui revient pour les business angels, c'est oui, mais si j'investis en direct, je peux investir via mon PEA. La réalité, c'est que si vous investissez via un SPV, vous pouvez également investir en PEA PME. Le critère d'éligibilité au PEA PME est le critère et regarde la cible, c'est-à-dire que c'est la cible
en dessous qui va déterminer si l'investissement peut être éligible au PEA-PME. Donc il n'y a pas de problématique particulière à pouvoir investir avec son PEA, quand bien même l'investissement se ferait de manière indirecte dans le SPV. D'un point de vue du refinancement, on a également des facilités d'organisation lorsqu'on a recours à un SPV. Le refinancement, c'est malheureusement des choses qui arrivent très souvent parce que c'est très compliqué de bien calibrer un tour de table, parce que le runway, le cash burn, l'attraction commerciale, c'est des choses qui sont euh, difficiles à atteindre à 100%. Donc on a parfois, même souvent, je pense que ce serait intéressant d'avoir des stats là-dessus, besoin de se refinancer plutôt que prévu. Et donc dans ces moments-là, on a toujours, bon, toujours cette notion d'anticipation qui est clé, mais également cette notion d'organisation, d'être capable d'exécuter très rapidement si on a besoin de refaire un tour de table en urgence. Bah, le SPV est quand même très pratique pour ça, puisqu'en fait on a un véhicule qui est prêt à l'emploi, où dont les gens peuvent réinvestir très facilement. Les gens peuvent réinvestir très facilement dans le SPV qui va ensuite lui déployer les fonds dans la cible. Voilà, donc ça, c'est des choses à avoir en tête également. Euh, Plutôt que de devoir reconvoquer une assemblée générale avec 50 personnes dans la cible pour réaliser une nouvelle augmentation de capital. Donc ça, c'est des choses qui sont à avoir en tête, mais c'est vraiment de retour d'expérience, des observations de marché qu'on voit un peu toutes les semaines chez Blockpulse avec des startups qui sont dans différentes situations, mais sur lesquelles en fait le levier du financement, on doit pouvoir l'optimiser d'un point de vue opérationnel, c'est très important. Ensuite, on a également des facilités de sortie, même si la liquidité en startup, ça reste un sujet euh, très, comment dire, ça reste un sujet qui est assez complexe, puisque en réalité, on n'est pas sur des marchés boursiers, il y a encore très peu de liquidité sur le marché des startups, même si beaucoup d'acteurs y travaillent. On a malgré tout ces possibilités offertes dans ce type de véhicule de pouvoir sortir, de pouvoir racheter, même en dehors de période de levée de fonds, qui est beaucoup plus souple, puisque dans ce SPV-là, on ne va pas être assujetti au pacte d'associés de la startup. On va avoir un verrouillage sur la lock-up, les agréments, les préemptions. On peut avoir en fait des échanges de titres au sein du SPV entre actionnaires, ou tout simplement des nouveaux business angels qui souhaiteraient rentrer et vendre, et des business angels existants qui seraient OK de vendre leur participation. Donc on a également ces souplesses-là. Alors on ne le voit pas encore très souvent, mais on commence à le voir, de pouvoir en fait permettre une exposition à un deal flow en dehors de période de levée de fonds. Donc là, je m'adresse peut-être plutôt à des business angels ou à des clubs. On a effectivement cette possibilité en termes d'opportunité d'investissement qui peut dépasser simplement des tours de table, puisqu'en fait, on peut avoir une exposition toute l'année. À partir du moment où on a des gens qui sont à l'intérieur et des gens qui veulent rentrer, on est capable de mettre en place cette logique de secondaire, même si, encore une fois, on n'est pas encore sur des sujets de liquidité boursière, on est encore très loin. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on va dire, les arguments clés pour réussir à imposer un SPV. Gardez en tête que la plupart du temps, ces sujets-là vont arriver pas forcément en début de roadshow, mais plutôt si vous sentez un vrai intérêt de la part d'investisseurs, ou en fait, une fois la due deal business, tech, etc., passée, ces discussions arrivent quand même assez vite, puisque les gens vont vouloir se positionner. Et bien maîtriser en fait ces possibilités en tant que fondateur, bah, ça donne également du gage à votre tour de table. Et c'est souvent apprécié par les investisseurs. Après, un point qui est également rassurant sur l'état du marché actuel en lien avec les SPV, c'est que les très bons projets, souvent les investisseurs suivent la volonté du fondateur. C'est-à-dire que nous, la plupart du temps, aujourd'hui, quand on a des clients qui proviennent de France Angel, c'est un club qui nous appelle, qui dit, OK, on a une super startup qu'on veut financer, mais le fondateur veut mettre en place un SPV. Voilà, donc les choses s'alignent quand même plutôt naturellement. Euh, mais gardez en tête que c'est un vrai atout également d'un point de vue stratégie de levée de fonds, puisque vous pouvez avoir cet argument-là. Si jamais vous avez besoin d'aller chercher 50 ou 100 000 euros en plus sur un tour de table, que vous aviez refusé peut-être initialement des petits tickets, bah là, vous avez la possibilité d'ouvrir le capital plus facilement et de regrouper beaucoup d'investisseurs plus facilement, sans pour autant que ce soit la cacophonie sur la négociation du pacte entre le SPV et la cible. Merci, Sylvain. Alors, quelles obligations pour un SPV? Là, on est quand même sur des sujets plutôt techniques, plutôt juridiques. Mais en réalité, ce qui est important de garder en tête, même très important d'avoir en tête, c'est que le SPV est une société à part entière.
Quand on dit un SPV est une société à part entière, c'est-à-dire que c'est une société commerciale, hein, comme votre startup, qui va devoir être immatriculée au greffe, qui va devoir comporter un dirigeant, donc un président, qui va devoir avoir des actionnaires et donc des obligations vis-à-vis de ses actionnaires, notamment la tenue de la table de capitalisation, notamment l'inscription en compte titre, notamment la génération d'attestations PEA-PME. Donc on a tout un tas d'obligations qui sont liées à ce SPV. Mais on a également des obligations liées à la comptabilité de ce SPV-là. Donc on va avoir la plupart du temps, enfin, la totalité du temps, pardon, l'obligation d'organiser une assemblée générale annuelle à minima. Donc en fait, on a un certain nombre de choses à mettre en place lorsque le SPV est créé. Donc, ce que nous, on observe la plupart du temps également, c'est que ce sujet de présidence du SPV, c'est un vrai sujet de discussion. Donc, c'est des choses sur lesquelles aussi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, trouver un lead, c'est très important, puisque la plupart du temps, ça va être le lead du tour de table, donc l'investisseur qui a pris les choses en main sur le tour de table, qui va se proposer en tant que président. Mais c'est plutôt sur la base du bénévolat ou du volontariat à minima. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut également y voir clair, puisque sans président, c'est compliqué de créer la société. On voit des quelques exceptions où c'est le fondateur de la startup qui peut être président du SPV, mais pour des raisons de conflit d'intérêts, même si les choses la plupart du temps se passent bien, bah, c'est pas une bonne pratique qui est recommandée, hein, puisqu'on a quand même le SPV représente les actionnaires. Donc on recommande quand même la majorité du temps de permettre à un business angel de prendre la présidence de ce SPV. Donc ça, c'est des choses qui sont très structurantes, qui sont vraiment, on va dire, en fin de roadshow, hein, quand la volonté de créer un SPV n'est plus discutée, mais qu'on est vraiment dans l'opérationnalité de mise en place. Voilà, ce qui est important également d'avoir en tête, c'est que en tant que société, bah, la société a besoin d'avoir un compte bancaire. Et pour vous expliquer un petit peu le flux, hein, donc on arrive en fin de roadshow, la volonté est partagée sur la création d'un SPV, donc il y a plusieurs étapes à ce moment-là. On a une première étape qui va être la création du SPV, le dépôt de capital initial. Et une fois que la société est créée, on va réaliser une levée de fonds dans le SPV. Et c'est à ce moment-là où tous les investisseurs vont pouvoir rentrer. Et c'est uniquement à la fin de la levée de fonds dans le SPV que l'argent étant dans le SPV va pouvoir être déployé dans la cible. Donc ça, c'est des choses qui, souvent, les fondateurs, c'est la première fois qu'ils créent un SPV, donc le découvrent un petit peu en cours de route. Et ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que c'est des choses qui peuvent prendre un tout petit peu de temps, ou en tout cas, si les choses ne sont pas bien digitalisées, pas bien structurées, on peut avoir quand même des frictions dans le remplissage du fonds, enfin la création du SPV, remplissage du SPV, déploiement des fonds. Donc c'est pour ça que des acteurs comme Blockpulse existent. C'est vraiment de vous permettre d'aller au plus vite dans le déploiement des fonds dans la cible. Donc ça, c'est des choses très juridiques, enfin, mais plutôt techniques, mais sur lesquelles vous serez nécessairement confronté si vous créez un SPV. Donc c'est des choses à avoir en tête. C'est également des points sur lesquels être en mesure d'expliquer ces sujets-là à un business angel, bah, c'est des choses qui sont rassurantes, puisque là, en termes de maturité du marché, même si depuis on va dire 2, 3, 4 ans, il y a effectivement de plus en plus de SPV qui sont créés, et puis la pratique commence à s'imposer. Mais parfois, on peut très bien avoir des business angels qui n'ont pas forcément encore investi via un SPV, donc ils peuvent avoir des craintes, notamment des craintes de oui, mais si je suis investisseur de manière indirecte, je n'aurai pas les informations que j'aurais d'un point de vue, enfin si j'étais investisseur en direct. La plupart du temps, c'est quand même des craintes assez psychologiques qui ne sont pas forcément avérées à partir du moment où les choses sont bien structurées. Donc ça, c'est un point central également, c'est que le représentant des actionnaires, lui, va être, enfin le président du SPV, pardon, va être représentant des actionnaires et lui sera probablement la personne qui va représenter les actionnaires dans la cible. Alors là, on arrive sur des sujets importants également sur la gouvernance à mettre en place lors d'un SPV. C'est que le SPV est actionnaire, les investisseurs sont actionnaires de manière indirecte. C'est-à-dire que le président du SPV est véritablement le porte-voix de tous les gens qui sont dans le SPV. Et à partir de ce moment-là, on a cette double gouvernance qui doit se mettre en place, c'est-à-dire que le président du SPV, lui, doit pouvoir siéger au board de la startup, et non pas uniquement pour des raisons de gouvernance, mais vous verrez que sur la partie fiscalité, c'est également important que le SPV puisse justifier
d'une influence sur la cible. Ça fait partie des critères justement pour éviter les frottements fiscaux. Mais c'est également important de pouvoir avoir une véritable transparence dans la communication des informations du fondateur vers le board, dont le représentant du SPV, et du représentant du SPV vers les actionnaires. Quand les choses se passent bien, il n'y a aucun problème pour que les business angels puissent être actionnaires de manière indirecte. Donc sur le sujet de la fiscalité, on a également des contraintes fiscales en France, mais sur lesquelles on peut avoir des exemptions. Donc il y a deux sujets importants à avoir en tête lorsqu'on parle d'investissement en SPV. Le premier, c'est de pouvoir, à minima, toujours veiller à avoir un seuil de 5% de détention dans la cible, ce qui permet d'avoir une éligibilité au régime mère-fille si jamais il y a des distributions de dividendes en cours de vie, mais également de pouvoir être éligible au régime des titres de participation des plus-values long terme en cas de sortie, en cas d'exit du SPV. Et donc, pour éviter cette double imposition, on a un certain nombre de critères, mais le plus important étant ce niveau de participation de 5% qui doit être maintenu pour un minimum de temps de 2 ans. Et puis également cette influence significative dans la startup qui, en réalité, se traduit la plupart du temps par une place au board. Alors après, les choses ne sont pas complètement figées, c'est toujours un examen de l'administration fiscale. Mais nous, on recommande quand même de pouvoir avoir un board statutaire dans l'idéal et à minima un board qui soit présent dans le pacte d'associés. Voilà, donc ça, c'est vraiment des points importants qui sont liés aux obligations du SPV, qui sont également des sujets sur, à partir du moment où vous êtes d'accord de créer un SPV, toutes ces questions-là vont se poser. C'est vraiment les sujets qui peuvent être un peu stressants, puisqu'en fait, les gens ont envie d'investir, la startup est OK d'investir avec ces personnes-là, d'avancer avec ces personnes-là, tout le monde a envie de pouvoir finaliser le closing, mais souvent, ces questions-là, c'est les derniers petits détails qui peuvent être un peu stressants et sur lesquels, en fait, plus vous êtes armé d'un point de vue réponse, hein, que ce soit juridique, financière, technique, plus les choses peuvent se passer facilement. Alors, on a eu la chance, comme l'a dit Philippe, de mettre en place une offre sur mesure avec France Angel via la mise en place d'un partenariat qui date de septembre 2024. Donc on est assez content des modalités du partenariat qui ont été négociées, que ce soit pour les startups ou que ce soit pour les clubs membres de France Angel. Et on a vraiment une offre à la fois à la carte, mais également sur mesure pour les SPV liés aux investissements de France Angel. Donc pour vous dire un mot aussi peut-être sur la création de l'offre, la proposition de valeur de Block Pulse. Donc nous, on intervient vraiment à différentes étapes clés dans le cadre d'un tour de table, notamment dans le cadre de la création. Donc on a un parcours de création assisté sur la plateforme. Donc vous pouvez véritablement en 10 minutes générer l'intégralité d'un dossier de création d'entreprise qui est un SPV, mais on va également vous permettre de faciliter les démarches vis-à-vis des banques. Donc, on va pour vous ouvrir le compte bancaire, on va récupérer le certificat de dépôt de capital initial et ensuite toute la documentation juridique est signable en ligne. Une fois qu'on a tous ces éléments-là qui sont prêts à l'emploi, on va prendre en charge pour vous les démarches auprès du greffe. La promesse, et c'est ce qu'on observe en moyenne, hein, c'est que à partir du moment où le dossier a été finalisé en ligne, en 7 jours, vous avez votre cabis et à ce moment-là, vous allez pouvoir démarrer la levée de fonds au sein du SPV. Un point fort également de la plateforme, c'est que nous, on est vraiment spécialisé dans l'expérience transactionnelle sur le capital des entreprises. Donc, une fois que le SPV est créé, on va également être force de proposition d'un point de vue collecte des fonds avec une double expérience. D'un point de vue de l'émetteur, donc l'administrateur. La plupart du temps, ça va être les administrateurs de clubs qui vont gérer en fait l'animation du tour de table, s'assurer que tout le monde a bien créé son compte, effectuer les relances, vérifier les KYC, vérifier que la signature des documents juridiques est bien là, et puis surtout aussi s'assurer que les fonds sont bien collectés. Donc on a vraiment un tracking des fonds en temps réel sur la plateforme qui permet vraiment de voir tous les dossiers avancer avec un minimum d'efforts à réaliser pour faire avancer les levées de fonds. Et donc on pourra prendre quelques exemples de deals qu'on a fait avec France Angel et notamment Grenoble Angels et Philippe, où on arrive à avoir vraiment des choses super efficaces en termes de timing. Hein. On peut faire des choses hyper sympas quand le timing est pressé. Nous, on devient très pertinent. Voilà, donc cette partie collecte de fonds, c'est vraiment notre spécialité.
Sachant que, comme encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, en termes d'obligation pour une société, la société commerciale, enfin, la société par action simplifiée, un certain nombre d'obligations à tenir, notamment la tenue de la table de capitalisation, du registre de mouvement de titres, et puis de la tenue des comptes individuels d'actionnaires. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille maintenant, donc on a vraiment une automatisation complète sur les mises à jour des registres, sur les mises à jour de table de capi, sur les mises à jour enfin, sur la génération des attestations fiscales. Et puis, on est également, on a une particularité, c'est qu'on est hébergé sous le régime de l'ordonnance blockchain, qui nous permet vraiment d'être compliant avec la réglementation sur la dématérialisation des registres. Donc, on n'a plus besoin du tout de tenir de registres papier en parallèle, puisqu'on a une tenue de registre qui est intégralement tenue sur la blockchain et surtout qui est intégralement automatisable. Et ensuite, on a un certain nombre de modules complémentaires. Donc, on travaille avec des partenaires comptables pour justement la gestion de la comptabilité des SPV, avec cette obligation minimum, encore une fois, d'établir une liasse fiscale une fois par an et d'approuver les comptes. Alors, la plupart du temps, le SPV va être utilisé sur une année N, puis il peut avoir un deuxième tour de table, voire un troisième tour de table, mais en réalité, c'est pas vraiment une société opérationnelle. Donc, les flux comptables sont résiduels, mais on a quand même cette obligation de pouvoir déposer les comptes. Donc nous, on travaille depuis un moment maintenant avec des partenaires qui vont être capables de générer l'alias fiscal, générer la documentation juridique pour l'organisation de l'Assemblée générale et s'occuper des démarches auprès du greffe. Là, je m'adresse peut-être plutôt au club ou à des investisseurs. On a également cette possibilité de pouvoir générer automatiquement une expérience d'achat-vente, de pouvoir donc organiser des sessions de titres, que ce soit dans le cadre d'une sortie d'un investisseur. On a eu récemment malheureusement des décès, ce genre de choses. Donc on a aussi cette possibilité d'automatiser, de la même manière qu'on automatise les levées de fonds, de pouvoir automatiser en fait les entrées et sorties en cours de route. Point important qui n'est pas affiché ici, mais le SPV coûtant de l'argent, il y a toujours ce sujet de qui va payer les frais. Et donc là, c'est un petit peu au cas par cas, hein, ça va dépendre un peu des relations entre la startup et les investisseurs, voire des investisseurs entre eux, entre le club et les investisseurs. Donc nous, on a des possibilités en termes de prise de fees sur la plateforme, de pouvoir en fait provisionner les frais à prévoir. Souvent, on provisionne sur une période de 5 ans au moment de la levée de fonds, de pouvoir calculer en fait les frais prévisionnels et donc de pouvoir demander aux investisseurs de payer ces frais provisionnels par anticipation lors de la collecte des fonds. Mais parfois, on n'est pas du tout sur ce format-là. C'est puisque c'est le fondateur qui a envie de faire un SPV, enfin qui va impulser l'idée du SPV. On a certains clubs qui demandent à la startup de provisionner et de régler les factures, même si au final, ça revient un petit peu à la même chose, puisque ça reste des frais qui sont à payer pour l'intégralité du projet. Et donc, en tant que startup, vous pouvez également prévoir de lever 10, 20 000 euros en plus pour gérer tous ces frais-là et anticiper les choses. Point important, et c'est une feature ce qu'on a sorti récemment, et aussi pourquoi on va dire en réalité créer un SPV avec Blockpulse, c'est la conduite d'un roadshow peut être aléatoire, c'est-à-dire que vous pouvez très vite avancer au début, beaucoup moins après, et puis souvent on a ce sujet de sécurisation des commitments, et nous on a vu des startups échouer sur leur levée de fonds parce qu'elles avaient mal sécurisé leurs commitments, c'est que vous démarrez très bien, vous avez 4-5 personnes qui ont envie d'y aller. Et puis en réalité, bon, vous n'avez pas le montant suffisant, donc vous continuez votre roadshow. Et puis les choses vont prendre une semaine, 3 semaines, 3 mois. Et au final, vous revenez vers les investisseurs initiaux. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas sécurisé les commitments, bah, tout simplement, les business angels peuvent avoir vu d'autres opportunités ou avoir été un petit peu déçus, on va dire, de la réactivité du marché par rapport à votre projet. Donc ça, c'est des choses très importantes aussi en tant que fondateur, c'est de bien sécuriser les commitments le plus tôt possible. Et donc sur Blockpulse, on a un module qui vous permet en fait, vous pouvez créer un brouillon de SPV, donc sans engager de frais ni sans engager de démarche d'immatriculation de société, mais simplement créer un espace SPV avec lequel vous allez pouvoir créer des collectes de commitment. Donc vous allez pouvoir venir sécuriser la relation avec vos actionnaires. Et ça marche très bien. Nous, on le voit de plus en plus des gens qui sont encore en roadshow, mais au fur et à mesure que le roadshow avance, ils viennent sécuriser en fait les intentions d'investissement. Et puis en fin de collecte d'intention, les choses sont beaucoup plus certaines et beaucoup plus solides d'un point de vue aussi de la nécessité et de la justification de créer un SPV. Et donc,
C'est vraiment un avantage de pouvoir anticiper les choses à ce point-là, puisque lors de cette expérience de collecte de commitment, vous allez permettre également aux investisseurs de créer leur compte, de faire leur KYC. Et donc, quand le SPV est créé, en fait, ils n'ont plus qu'à signer le bulletin de souscription et payer. Et donc là, on est vraiment sur de l'optimisation en termes de process le plus possible. Mais quand vraiment on est pressé, c'est des choses qui sont importantes. Je vous parlais tout à l'heure de cette période de 7 jours entre la constitution du dossier et la récupération du CABIS. Bah, c'est 7 jours sur lesquels on peut véritablement avancer en termes d'engagement, en termes de process sur la plateforme. Voilà, j'ai fait un tout petit peu le tour sur la partie offre sur mesure France Angel. Peut-être quelques exemples de réussite et puis de clubs avec qui on travaille là depuis le mois de septembre. Donc on est très heureux du partenariat avec France Angel puisque on a réalisé à date plus de 25 SPV avec la fédération et puis surtout porté par un certain nombre de clubs qui ont mis en place ces bonnes pratiques de SPV quasi systématiquement, pas tout le temps, mais certains clubs n'investissent plus que en SPV. Donc vraiment avec un savoir-faire et une maturité sur le sujet qui est assez intéressante. Et puis on a également des exemples de deals qui ont été, alors qui n'ont pas été repris sur cette presse-là, mais des exemples de deals qui ont été particulièrement efficace. Et je laisserai peut-être la main à Philippe là-dessus pour compléter, puisque on a réussi à faire un super tour de table avec Grenoble où il y avait un certain nombre, enfin un enjeu de timing et puis beaucoup de monde dans le véhicule. Alors, merci Thibaut, merci pour les explications, merci pour la modernité de ce qui est fait par BlockPulse au soutien des startups en France. On va permettre les questions-réponses dans quelques moments. Mais moi, je voudrais insister vraiment sur la façon dont vous collaborez avec France Angels, dont vous apportez cette forme d'agilité pour nous permettre d'être beaucoup plus mutualisés, beaucoup plus digital dans des moments de besoin d'accompagnement fort pour les startups. Donc, tu mentionnes Grenoble Angels, mais en fait, c'était pas Grenoble Angels, c'était Grenoble Angels en lead avec 6 réseaux de France Angels, dont PBA, dont Rhône Valley Angels, dont Savoie Mont-Blanc Angels. Donc, 6 réseaux de France Angels ont mutualisé leurs efforts pour apporter 913 000 euros au travers de l'accompagnement et une levée de fonds, avec ensuite des partenaires de fonds de proximité et 1,2 million levés, alors qu'au départ, ben, c'était une levée de fonds qui devait se faire différemment, avec des fonds d'amorçage complètement différents. Donc, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de vraiment mutualiser nos efforts pour tous les réseaux de France Angels et dans des conditions, comme tu les expliquais, favorables et en période de tension. Donc, il y a maintenant plus de 9 associations de France Angels qui, dans les réseaux comme Femmes Business Angels, Capital Angels, Impact Business Angels ou Occitanie Angels, donc qui était Capital Angels jusqu'à quelques jours, ou Défense Angels et bientôt Santé Angels, qui sont vraiment à la manœuvre avec ces façons d'accompagner nos startups. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça permettait à notre deal flow manager dans les équipes également d'être plus efficace. Ce qu'on a marqué, c'est que certains de nos partenaires avocats en local trouvent que cette partie KYC digitalisée avec le dashboard qui est proposé au président bénévole de la SPV, quelque chose qui leur apporte de la valeur également. Donc, je ne citerai pas des noms de nos partenaires, mais c'est ce qu'on a reçu comme feedback. Donc, merci pour ça, parce que les temps ne sont pas simples pour les startups de la French Tech en France. Les levées de fonds se font de manière dense, difficile, mais on est obligé d'aller vers cette façon de faire. Donc, 25 SPV réalisés. Le premier des réseaux qui avait utilisé Blockpulse, c'était Paris Business Angels, qui nous a vraiment beaucoup apporté, qui nous a montré l'exemple. Donc, l'ensemble des associations de Business Angels font ça aujourd'hui. Maintenant, 25 en un an, ou presque un an, c'est déjà beau pour un démarrage de partenariat qui a 3 années et qui nous permettra de nous voir encore développer encore plus en France. Donc voilà, je ne veux pas donner d'exemple bien particulier, mais il y a des exemples partout. Voilà, je voudrais ouvrir aux questions-réponses si vous êtes OK avec cela. Ou avant cela, vous dire qu'on est là pour vous soutenir. Parce que, comme je le disais au début, nous sommes dans la conférence 173 personnes. Euh, Vous avez des points de contact qui sont directement à prendre un rendez-vous. Si vous êtes une start-upper, un entrepreneur avec Thibaut, vous pouvez également télécharger le livre blanc de BlockPulse en utilisant le QR code qui est là. Et vous pouvez également voir ou être accompagné en tant que start-upper par des réseaux de business angels dans votre verticale, la santé ou autre. Certains m'ont contacté à l'instant même,
ou des réseaux de business angels en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, contactez-les. C'est sur notre site internet franceangels.org, réseau de business angels. Et si vous êtes un partenaire de France Angels ou un réseau de Business Angels ou un Business Angels, membre de réseau, et vous devez vouloir ou potentiellement devenir membre de France Angels ou d'un réseau, ben, n'hésitez pas. Future Business Angels, c'est possible aussi au travers de notre site internet de franceangels.org. Et aussi, partenaire ou si vous voulez, au sein d'un réseau qu'il n'avait pas encore fait, déployer dans des conditions comme exprimé de partenariat France Angels, contactez Sylvain, notre délégué général qui pilote cette conférence, sylvain@franceangels.org. Il pourra vous donner l'ensemble de ces documentations. Également, pour toute personne qui a participé au webinaire aujourd'hui, vous allez recevoir le matériel qui est partagé et nous sommes là pour vous accompagner dans la durée, puisque ce partenariat dure 3 ans et nous avons la volonté d'accélérer et d'aller encore plus dans ce sens-là pour mutualiser et renforcer cet aspect de digitalisation de nos façons de travailler. Voilà, j'ouvre aux questions et parole à vous. Merci messieurs. Alors, une petite précision, merci Philippe pour cette promotion que tu viens de m'offrir. Je suis délégué général adjoint de la fédération Pardon. et je passe le bonjour à Cécile Oudiette, déléguée générale de France Angels. Donc, messieurs, j'ai une première question pour toi Thibaut, une question de Gérald qui pose la question suivante. Peut-on être éligible en SPV à l'avantage fiscal à l'entrée de type IR-PME, JEI, JEIR, etc. Oui, merci. Alors, en effet, les régimes JEI, GEIR sont accessibles, mais encore une fois, on est sur des sujets qui dépendent de la cible avant tout. Donc, c'est vraiment en fait la startup selon son activité qui va être regardée en termes de conditions d'éligibilité. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité là-dessus. Sur le régime IR-PME, c'est la même chose, avec une particularité, c'est que le président du SPV doit être une personne physique. Et vous vous rappelez, je vais compléter, la loi de finances en application disait bien que les CIBA ou les véhicules comme les SPV sont donc transparents par rapport à l'avantage IRPME ou autre. Donc ça permet de le faire en toute quiétude. Mhm. Une question pour toi, Philippe, maintenant de Dina, qui pose la question suivante. J'hésite entre un capital venture et un SPV de type Tudigo ou autre pour ma levée de fonds. Ah, très belle question. Alors, la fédération France Angels rassemble 53 réseaux de France Angels partout en France ou verticalisés. Tudigo est un comme side des plateformes de digitalisantes pour permettre des levées de fonds. Side Angels fait partie de la fédération. Nous voulons être la fédération des investisseurs en amorçage. C'est quelque chose que nous développons et que nous avons mis en place un plan stratégique de 2025 à 2027. Je rappelle, je suis coprésident de France Angels avec Alain Pujol depuis un mois et demi. Et j'ai oublié de me présenter, mais c'est dans ce cadre-là. Donc, Tudigo ou d'autres, c'est une façon digitalisée. La simple façon dont je voudrais répondre, c'est ne pas oublier que la levée de fonds n'est pas une destination, mais un chemin. C'est un chemin et que donc ce n'est pas un objectif en soi. Et que sur ce chemin, il ne faut pas oublier les étapes qui sont l'amorçage et avant même Friends, Family and Founders, les aides publiques ou semi-publiques, les business angels, beaucoup plus puissants collectifs aujourd'hui qu'avant-hier ou qu'il y a 5 ans, mais qu'en tout cas, si vous allez voir des fonds d'investissement qui nous suivent, qui sont aussi parfois des partenaires comme UI Investissement ou comme d'autres, n'oubliez pas l'étape des business angels en France. Pourquoi? Parce que ce monde-là, ce cycle de financement, ce chemin, il se connaît. Et il est difficile de faire je vais voir devant et puis je reviens en arrière pour des raisons de valorisation, de traction ou autre. Donc n'oublie pas les business angels, qu'ils soient digitalisés sur des plateformes ou pas. Voilà, c'est ma réponse. Peut-être juste compléter, parce que moi j'étais exposé à ça, hein, parce qu'on a réalisé 3 levées de fonds. Effectivement, enfin, si vraiment c'est votre... quand on est sur une deuxième startup, on maîtrise un peu mieux les rouages de tout ça, mais quand c'est votre première boîte, il y a effectivement ce réflexe de vouloir aller lever avec des fonds tout de suite. Mais la réalité, c'est que les fonds en France aujourd'hui investissent encore très peu en startup, vont attendre quand même d'avoir une première traction.
Donc le bon réflexe à avoir, c'est d'aller voir directement effectivement des business angels qui sont vraiment en fait sur ce segment hein, de l'amorçage, hein, du pré-seed seed, où en fait vous allez pouvoir vous financer. Parfois c'est même pas beaucoup, hein, ça peut être des 150 000 euros. On a toujours cet effet levier qu'on peut réaliser avec la BPI également. Donc voilà, c'est vraiment un bon réflexe effectivement à adopter de penser business angel sur un premier tour de table plutôt que de vouloir aller lever avec des fonds où en réalité on est sur des horizons, même des délais d'investissement qui sont beaucoup plus longs. Et puis des KPIs qui sont beaucoup plus importants. Donc si vous êtes en pré-product ou en phase de go-to-market avec vraiment un tout début de traction, bah, clairement c'est le réflexe business angel qu'il faut avoir, quoi. Et si c'est business angels de proximité ou verticalisé, à vous de voir, mais en fait, tous les réseaux de France Angels, de manière digitalisée avec d'autres outils, qui ont des outils de deal flow management, peuvent investir et passer les informations d'instruction en un clic. 18 de nos 53 réseaux travaillent tous ensemble avec la même plateforme digitale de deal flow management, qui est une vraie euh, life cycle CRM pour le business angels. Donc, à disposition de votre club local se trouvent en fait les 5500 business angels qui, de manière digitalisée, peuvent collaborer, d'où le message que je vous donnais en introduction, la mutualisation et la digitalisation de nos façons de faire. Voilà. Une question pour toi, Thibaut, de Boris, qui pose la question suivante. Cette complexité de sollicitation des business angels pour les cas de refinancement est en fait déportée au sein du SPV. Alors oui, de toute manière, il y a toujours cet aspect de qui est prêt à refinancer le projet. On est bien d'accord. Maintenant, concrètement, le tour de table se fait toujours via l'impulsion du fondateur, hein. Que les gens soient dans un SPV ou que les gens soient en direct, ça va pas changer grand-chose dans la capacité à devoir convaincre de refinancer le projet. Ça, c'est clairement le premier point. En revanche, si demain vous avez le SPV qui est créé et que tous vos investisseurs sont déjà dans le SPV, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple puisqu'en fait, ça peut. Alors moi, je l'ai vécu et on a vu aussi des clients comme ça. C'est que voilà, la décision, enfin, il y a un pitch d'une heure qui se passe. La décision d'investir se passe au bout de cette réunion-là. Les gens qui sont déjà actionnaires dans le SPV peuvent réinvestir. En un clic. C'est aussi rapide que ça, puisqu'en fait, le SPV en SAS, enfin à capital variable, pardon, c'est uniquement une décision du président. Donc à ce stade, on n'a pas besoin de faire d'AG. On va faire l'AG en parallèle, on a besoin quand même de réouvrir le capital de la startup, mais c'est beaucoup plus simple que de devoir ressolliciter une assemblée générale avec 40 personnes dedans, etc. Donc on a quand même plus de souplesse. Alors ça peut paraître un peu technique, mais en réalité, vous avez plus de souplesse dans le SPV pour faire rentrer les fonds en cas d'urgence, plutôt que de devoir réouvrir une augmentation de capital avec tout le monde dans la cible, quoi. Et du côté du business angels, le fait d'avoir un SPV et par exemple 50, 60 business angels, en cas de volonté de liquidité d'un business angels et de sortie, en fait, le SPV permet d'avoir une marketplace interne à la holding qui ne vient pas perturber les gouvernances, les façons de faire. Et inter-SPV peuvent se faire ce marché secondaire, on va dire. Mhm. Et on continue l'alternance. Je repasse à toi, Philippe, pour cette prochaine question. Cette question de Thomas, qui pose la question suivante. Si le tour de table réunit deux réseaux de business angels, plus quelques business angels indépendants, est-il courant de réunir tout le monde sous le même SPV? Ah oui, oui, on l'a fait avec My Digital Building, 6 réseaux de France Angels, plus une dizaine de Love Monnayers, des gens qui étaient proches de la société My Digital Building et qui étaient donc, voire même des salariés de la société qui ont souhaité participer à l'augmentation de capital proposée par les dirigeants. Eh bien, on a rassemblé 55 personnes dans le SPV. Donc oui, on peut le faire puisque l'outil propose un dashboard, propose de rassembler l'ensemble des personnes avec des tickets et des montants différents simplement qui sont représentés au sein de la cible, donc My Digital Building dans ce cas-ci, par le président de la SPV. Et que la problématique est dans ce cas-là la présidence bénévole du SPV. Mais elle peut être partagée, elle peut être prise par deux personnes. Nous sommes en train de le faire avec un réseau de France Angels, donc Investissor et Grandom Angels,
avec une présidence partagée, par exemple, ou BlockPulse propose un service as a service, présidence as a service, et ce qui permet de se désolidariser de la problématique d'avoir une personne bénévole pour gérer le SPV et être président. Donc oui, deux réseaux, quatre réseaux, cinq réseaux, six réseaux, et du Love Money, sans problème. Super. Thibaut, je reviens à toi pour cette prochaine question. C'est Alain qui nous pose la question suivante. Est-ce que vous délivrez les attestations JEI, JEIR à fournir par l'investisseur aux impôts? Ouais, mais c'est une question qui est pas nouvelle, on l'a depuis le début de l'année. En réalité, si vous voulez, là, si on prend un tour de table classique où c'est le business angel qui vient créer le SPV pour ses collègues sur la plateforme, en réalité, nous, on va pas avoir beaucoup de contact avec la startup et donc on n'est pas en mesure de juger de l'éligibilité de la cible au statut JEIR. C'est uniquement le fondateur de la startup qui, lui, sait en fait s'il est JEI ou JEIR. Donc c'est de manière plus indirecte que les choses vont se passer, c'est que l'attestation d'éligibilité au statut GEIR doit nécessairement provenir du fondateur de la startup, quoi. Il y a deux choses, concrètement, on l'a fait. Il y a deux certificats qui sont, dans le cadre d'une augmentation de capital comme celle-là, fournis. Donc, premièrement, en un clic sur la plateforme BlockPulse, le président du SPV donne en un clic, le jour de l'attestation et de la réalisation de l'augmentation de capital, une attestation de propriété qui peut être utilisée par le holding de la personne, le PEA ou le PEA-PME de cette personne-là, comme quoi elle a investi dans le holding. Et en parallèle, le dirigeant de la société cible de startup reçoit et obtient un rescrit ou un descriptif de j'ai le statut JEI, JEIRC ou JEIR, pardon, JEIR ou JEC. Donc il y a deux types de certificats, le deuxième étant fourni par le président de la cible, le directeur général de la cible et PDG de la cible. Mhm. Il nous reste 2 minutes, donc je prends une dernière question pour toi, Thibaut, encore. Une question de Valérie qui demande si un SPV pourrait-il investir dans plusieurs startups pour optimiser ses coûts de gestion. Alors oui, c'est possible, hein, c'est assez curieusement, la pratique ce qu'on appelle des SIBA, hein, qui sont des sociétés d'investissement de business angel, mais qui en réalité sont des SPV plurideal avec plusieurs possibilités, enfin un investissement dans plusieurs cibles sous-jacentes possibles. Ça existe, mais c'est pas exactement le même régime juridique, puisque là, on se rapproche quand même un peu plus d'une logique de fonds. Donc, il faut faire attention, même si c'est pas un fonds, mais si vous voulez, les logiques d'investissement dans les différents sous-jacents doivent être prises de manière collégiale, à l'unanimité des actionnaires. Sinon, on est sur une logique d'investissement passif pour le dirigeant de la CIBA, et donc on a des contraintes réglementaires beaucoup plus fortes. Donc, c'est possible, mais c'est pas exactement le même objet, on va dire. Et ensuite, d'un point de vue de la comptabilité, c'est un peu plus compliqué également, puisque réaliser la comptabilité des actifs présents dans le SPV quand il s'agit d'une startup, c'est déjà pas simple. Mais quand il s'agit de 10 startups, là, on arrive quand même sur des sujets où la comptabilité peut devenir un peu plus complexe. Donc c'est possible, c'est beaucoup plus orienté pour les business angels, hein, c'est pas forcément un besoin, même sûr que c'est pas un besoin côté fondateur, mais il y a un certain nombre de clubs de France Angel qui travaillent effectivement en CIBA. Pour vous donner un peu les pratiques qu'on a pu observer, c'est un club peut avoir différentes pratiques, c'est-à-dire qu'on peut très bien, et notamment en termes de montant d'investissement, avoir sur un deal 50 000 euros et plus, vous êtes en direct, 30 000 euros et plus, vous êtes en SPV, et 10 000 euros et plus, vous êtes dans la CIBA. C'est-à-dire que vous investissez 10 000 euros par an minimum dans la CIBA, vous serez exposé dans tous les deals dans tous les deals du club, puisque la CIBA a vocation à prendre des participations dans tous les deals du club. Mais après, ça dépend aussi un peu de votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous souhaitez mettre un petit ticket avec une exposition beaucoup plus large, ou est-ce que vous avez des convictions fortes sur tel ou tel projet, donc vous préférez avoir une posture plutôt active et plutôt autonome dans la sélection de vos investissements. Donc il y a tous ces sujets-là en fait sur le recours, on va dire, à la CIBA, mais c'est des pratiques qui existent et je ne sais pas si Grenoble vous en avez, mais il me semble qu'il y a un Ouais, certain nombre de on a toutes clubs. les pratiques dans tous les clubs. Ouais. On est là depuis 20 ans à Grenoble et 25 ans pour France Angels. Donc, oui, on était au travers de tout ça. Est-ce que Sylvain, il y a d'autres questions ou je vois que le temps passe?
Il est midi pile, donc je vous propose d'arrêter là. Et de toute façon, nous enverrons donc à tous les participants le replay de ce webinaire, moins les quelques premières secondes, comme vous avez pu le voir, et les slides de présentation. Et n'hésitez pas, comme vous l'avez vu dans le slide précédent, à prendre contact avec Thibaut côté Blockpulse si vous avez plus de questions, et côté France Angels avec moi-même. Ouais. Est-ce que vous pouvez repasser les slides, Sylvain, sur... Repasser les slides. Voilà. Et je ne sais pas si Sylvain et Philippe, vous êtes OK avec ça, mais il y a quand même beaucoup de questions qui n'ont pas eu le temps d'être répondues. On Euh, va prendre donc toutes les questions qui ont été posées, on les a gardées, on les transmet et elles seront traitées, bien sûr. Donc, si vous êtes entrepreneur, voici les points de contact. Si vous êtes partenaire ou réseau de Business Angels, voici les points de contact. Et toutes les questions qui ont été posées dans le chat, on en a pris 6 ou 7, elles vont être aussi traitées. Vous allez tous recevoir donc la présentation d'aujourd'hui et surtout pour les réseaux membres, un peu plus, puisque peut-être vous avez manqué le webinaire Parole d'expert de l'année passée. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Thibaut encore d'avoir été avec nous. Merci Sylvain, Lison et toute l'équipe, Cécile, déléguée générale, d'avoir organisé ce webinaire. Merci à vous tous.